Lacan, nous et le réel, 47e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? La dernière fois, on a parlé vous vous souvenez de cette espèce de boule protoplasmique qu'invente Freud dans son processus de démarche scientifique. C'est-à-dire qu'avant d'instaurer quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité, il considère que les corps humains, en fait, fonctionnent comme des écosystèmes soumis à des pressions, des tensions énergétiques de haute intensité. Et donc, on a vu l'autre fois donc que la naissance du moi, c'est-à-dire je récapitule un peu, donc on a les excitations qui viennent de l'extérieur, qui sont ce qu'il appelle le système phi, et puis les excitations qui vont venir de l'intérieur ensuite, qu'il appelle le système psi. Et entre les deux, donc, il y a le système PC, donc perception-conscience, qui est censé, justement, par la rupture qui est imposée dans ces tensions, passer d'une très haute fréquence à une très basse fréquence, par le fait de, tout simplement, prononcer des sons, parler, et donc c'est là que se situe l'origine de la subjectivité, l'origine du moi, à partir duquel peut advenir ce qu'on a vu aussi l'autre fois, le sujet qui n'est pas encore là au départ, c'est que du moi. Il n'y a pas de possibilité d'accéder directement au fait que le sujet n'est pas au moi. On a vu ça avec le fait que ce ne soit pas intuitif, mais que ça réclame un progrès dans le symbolique, notamment en faisant référence au mais-non et au fait que l'esclave ne peut pas déduire comment faire un carré du double du carré dessiné uniquement avec les côtés du carré. Il faut qu'il puisse avoir fait un progrès dans le symbolique, c'est-à-dire accéder à quelque chose qui s'appelle la racine carrée, donc la diagonale du carré, pour arriver à répondre à cette question. Donc, le sujet, c'est ça. On n'en est pas encore là, on reste dans des sphères un peu primitives, et même, on va essayer dans un exercice que Freud lui-même appelle spéculation. Donc, c'est un côté du miroir, justement. On sait qu'après, Lacan va faire un usage extrêmement bénéfique pour la compréhension de ce stade du miroir. Donc, une dimension spéculative sur comment vont se passer les choses à partir de ce moment-là où il y a cette membrane du moi, cette petite peau qui vient faire chuter donc l'intensité des excitations qui risqueraient de foutre en l'air le système. Alors, petite précision par rapport à ça. Donc, on suppose que les excitations qui viennent de l'extérieur sont beaucoup plus fortes au début que les excitations qui viennent de l'intérieur. Spéculation freudienne, c'est-à-dire que on imagine un bébé qui arrive, donc qui sort de l'utérus, qui est en train de naître, il va être assailli par des excitations extérieures qui n'avaient pas lieu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, ses poumons qui s'ouvrent, déjà, ça donne quelque chose avec l'air qui lui arrive dessus, quelque chose d'extrêmement fort. Les yeux qui s'ouvrent, on voit que les bébés ne voient pas tout de suite, il y a un regard halluciné. Les sons, alors les sons, peut-être c'est déjà quelque chose qui a été activé comme un sens
prioritaire, primordial, puisque le son se propage dans l'eau prioritairement, et les bébés entendent déjà dans le ventre quelque chose de l'ordre d'une sonorité, et on peut dire que le son, c'est une forme d'architecture de l'environnement aquatique. C'est-à-dire que les sons vont créer les formes, même à l'intérieur d'un univers aquatique, par condensation des éléments. Donc peut-être que l'oreille, là, à ce moment-là, est déjà aurait été le sens qui aurait déjà été sollicité. C'est pour ça que peut-être que ça fait partie aussi de notre spécificité d'être des corps déjà prééquipés d'un système audio-vocal, c'est-à-dire susceptible d'accueillir la parole, de parler et d'écouter d'abord, hein, fonction qui évidemment passe rapidement à la trappe. On n'écoute plus rien aujourd'hui surtout, et au profit du blabla. Donc, et ce qui va spécifier le par-l'être que nous sommes, c'est quelque chose qui est oublié aussi, c'est que nous sommes capables d'écouter ce que nous disons. Ça aussi, c'est rarement le cas. C'est pour ça que la psychanalyse existe, hein. Ça n'a pas d'autre fonction, je dirais, la psychanalyse, que d'accorder, comme un instrument de musique, le larynx à l'oreille. C'est-à-dire, c'est ça que tu dis. Au fond, l'interprétation psychanalytique, ce n'est que ça. C'est d'essayer d'accorder et de savoir qu'il y a un savoir déjà actif en nous qui se véhicule par notre propre parole et qu'on n'entend pas. Parce que tout simplement, il y a deux fréquences différentes. On s'est pas mis sur la même fréquence entre la fréquence d'émission et la fréquence de réception. Bon, pour revenir donc à notre schéma primordial, on refait un petit détour par peut-être l'ouvrage de Freud le plus décisif, c'est-à-dire ce qui définitivement rend la psychanalyse, même par les philosophes les plus, disons, à jour, hein, les moins anachroniques. Je pense notamment à Zizek, qui a beaucoup déçu ces derniers temps, en comprenant d'une certaine manière le travail de Freud et de Lacan, mais en ne le comprenant pas dans ses actes, hein, puisque il a beau dire et faire référence à Lacan ou à Freud, il fait de travers, puisque dans ses choix même, là, ses choix politiques, ses choix existentiels, il est totalement à côté de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sens du réel, il confond le réel et l'imaginaire. Ce qui est reproché à Miller, à Jacques-Alain Miller, qui est vrai, hein, Miller n'a jamais fait la différence entre le réel et l'imaginaire, ben là, Zizek lui aussi a chuté. Donc ce qui rend cette psychanalyse absolument inassimilable par la philosophie, même la plus contemporaine et la plus à jour, qui me semblait être celle de Zizek. C'est pour ça que j'ai écrit un texte là-dessus, parce que c'est insupportable pour moi, parce que j'aime beaucoup ce type-là, Zizek, mais là, c'est pas possible qu'il soit du côté de l'oppression et du côté de la falsification absolue de la dictature du fascisme, alors que lui, il aurait les outils, justement, de la critique de l'idéologie. Si nous n'allons pas tout droit à cette distance entre l'imaginaire réel, nous sommes sans cours. Nous sommes sans cours pour ce qu'il en est de ce qui distingue dans une psychanalyse la béance entre l'imaginaire et le réel. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris cette voie. La chose est ce à quoi nous devons coller. Et la chose en tant qu'imagine, c'est-à-dire le tu, en tant que représenté. La différence entre la représentation et l'objet est quelque chose de capital. C'est au point que l'objet s'agit de quelque chose qui peut avoir
plusieurs présentations. Je vais vous laisser là aujourd'hui. Donc, ce texte-là, c'est au-delà du système de plaisir. Ça, c'est le texte vraiment fondateur où ce qui est écrit dans ce texte, c'est pour ça que Freud, c'est à lire, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un très très gros effort d'écriture par rapport par exemple à Lacan, qui a essentiellement parlé, qui n'a pas fait d'effort d'écriture. Il en a fait un bien sûr, puisqu'il a condensé l'essentiel de ses séminaires dans un livre qu'il a appelé très sobrement écrit, mais il le dit lui-même, écrit, ça veut pas dire que c'est à lire, hein. Ça veut dire que c'est écrit. C'est écrit parce que à lire, c'est très difficile. À lire si on ne connaît pas les séminaires, puisque c'est juste la condensation et les prises de notes qui lui ont permis de déployer dans les séminaires ce qu'il avait à dire, et aussi, pour une bonne part, le condensé de ce qu'il a dit dans les séminaires. Donc ce qui fait que la psychanalyse, d'une certaine manière, si on n'est pas passé par là, ce n'est pas réellement compréhensible. Alors, on essaie de l'instrumentaliser. Mais justement, ça c'est la faute majeure qu'on fait avec le langage. C'est-à-dire, Lacan n'arrête pas de le dire, hein, la fonction instrumentale du langage, c'est-à-dire la perversion avec laquelle on s'imagine en tant que je parle, utiliser le langage exclusivement comme un instrument. Voilà. Ça, c'est le propre du discours universitaire dans lequel est pris Žižek et qui est le plus antipathique de structure au discours de l'analyste. C'est-à-dire, pour le discours de l'analyste, il est bien clair que son prolégomène absolu, c'est que le sujet est un effet du langage. C'est-à-dire, d'abord, il y a le signifiant pour qu'il y ait un sujet. C'est pour ça que le sujet ne se déduit qu'après coup. Donc, ce n'est que par un certain progrès dans le symbolique, et on ne fait de progrès, puisqu'on l'a vu la dernière fois, que le progressisme, quelque part, c'est la caricature du progrès. C'est-à-dire, c'est le mouvement débile dans lequel on est aujourd'hui avec l'innovation technologique. Tout doit être résolu par le système informatique, alors que c'est une régression absolue sur le plan de la pensée, puisque c'est un aplatissement de 3 dimensions à 2, ce qui donne des déclarations aberrantes, comme ce type PDG de Moderna, qui est visiblement un idiot absolu, qui dit, en toute humilité, nous avons piraté le logiciel du vivant. C'est-à-dire, il pense que le vivant, c'est un logiciel. Donc ça voit bien l'aplatissement de la pensée et la régression qu'il y a par rapport à la subtilité avec laquelle Freud expose sa démarche scientifique au-delà du principe de plaisir. Et pour ça, donc, il essaye de trouver un universel. Ce qui est très difficile de trouver un universel. Alors, avant lui, il y a quelqu'un qui était passé par là, c'était Hegel. Pour Hegel, le seul universel, en fait, c'est le particulier lui-même. C'est-à-dire la singularité absolue de chacun de nous, c'est ça, l'universel. Il n'y a pas d'autre universel exprimable que celui-là. Mais pour arriver à cette possibilité logique d'expression de cet universel, eh bien, il s'agit d'y passer par la psychanalyse. Parce que on apprend qu'à ses dépens. On ne peut pas apprendre autrement. C'est pas possible. Ça, Hegel l'avait déjà montré. C'est impossible d'apprendre sans se tromper. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas contraire à la vérité. Elle est la condition même de la vérité. Et pour saisir quelque chose, il faut se tromper. Et il faut y mettre un engagement, il faut y mettre son propre sujet de l'énonciation. Sinon, on sombre dans le fait de se considérer toujours comme une exception. Donc, on se met dans la logique où je vous dis quelque chose, c'est ça, mais j'y suis pas là-dedans, hein, comme selon la boutade du menteur crétois ou du tous les hommes sont mortels. Il faut forcément, pour dire ça, se placer dans une position d'exception. Afin de s'approcher de cette position-là du sujet, la psychanalyse, c'est une des possibilités, c'est pas la seule, mais c'est la seule qui soit
organisé de telle manière que ce soit son objectif, puisque l'objectif d'une psychanalyse, c'est d'apprendre à faire avec le réel. Le réel, je reviens donc au texte de Freud et à sa recherche de son universel, c'est la mort. Le réel, c'est que nous allons mourir. Alors il s'interroge sur comment est considérée la mort. Comment penser ça? Est-ce qu'il est possible de penser la mort? Alors il passe par les études, les expériences de plusieurs scientifiques, dont un qui démontre que les protistes, les protozoaires, qui sont des organismes unicellulaires, ne meurent pas. C'est-à-dire, pour peu qu'on renouvelle leur leur environnement, en fait, il y a une forme d'éternité qui se manifeste. Alors, ils se disent, ça contredit quand même le fait que on pourrait partir de cet universel que tout ce qui est vivant est appelé à mourir. C'est-à-dire, la mort est l'aboutissement logique de tout ce qui est vivant. Mais il se dit, il y a quelque chose qui va pas, là. Parce que quand on étudie les populations anciennes, leurs croyances, on s'aperçoit que ce qui est le plus ancré, c'est que la mort elle-même ne peut jamais apparaître comme quelque chose de naturel. Pour eux, c'est pas possible. Il y a soit un criminel, un méchant, un esprit, il y a quelque chose qui est venu tuer, mais c'est pas possible. C'est l'autre qui est responsable de la mort. Donc, il se dit, est-ce que c'est si naturel que ça? Comment on peut aborder ça? Donc, il l'aborde par le phénomène de ce qu'il appelle les instincts. Alors, c'est difficile parce que il y a les mots allemands, il y a les mots français, c'est très complexe. Parce qu'au début, donc, il dit instinct de mort. Et puis, au cours de la clinique lacanienne et de sa théorie, ça va devenir trieb. Et trieb, c'est plus instinct, c'est pulsion. Et c'est pas la même chose qu'instinct. On ne retrouve pas, ou bien c'est désigné que on ne fait jamais que tourner en rond. On trouve. Le seul avantage de se retrouver, c'est mettre en valeur ce que j'indique, qu'il ne saurait y avoir de progrès, qu'on tourne en rond. Mais il y a peut-être quand même une autre façon de l'expliquer qu'il n'y a pas de progrès. C'est qu'il n'y a de progrès que marqué de la mort. Ce que Freud souligne de cette mort, si je puis m'exprimer ainsi, la triber, d'en faire un tribe. Ce qu'on a traduit en français par, je ne sais pas pourquoi, la pulsion de mort, on n'a pas trouvé une meilleure traduction alors qu'il y avait le mot dérive. La pulsion de mort, c'est le réel en tant qu'il ne peut être pensé que comme impossible. C'est-à-dire que chaque fois qu'il monte le bout de son nez, il est impensable. Aborder à cet impossible ne saurait constituer un espoir, puisque cet impensable, c'est la mort, dont c'est le fondement réel qu'elle ne puisse être pensée. Instinct, par exemple, on peut dire que les animaux ont un instinct. Est-ce que nous, par l'être, corps parlant, dit l'être humain, nous avons un instinct? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que nous sommes frappés de néoténie. Donc on est toujours, on peut pas vivre, on peut pas survivre à notre naissance si on n'est pas entouré de soins. On ne peut rien faire, On peut ni se nourrir, ni survivre, ni quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des instincts chez nous? Il y aurait plutôt des pulsions. Donc, Freud, en tout cas, au-delà du principe de plaisir, lui, il réfléchit à cette notion d'instinct, et puis il commence par différencier deux sortes d'instincts.
Donc, un instinct qui vise à l'autoconservation, c'est une spéculation, hein, il dit, il faut bien qu'il y ait chez chaque être quelque chose qui vise à son autoconservation. Et puis, il y a quelque chose qui vise à sa diffusion, hein, on peut dire. Donc, petit à petit, ça va devenir instinct de mort, instinct de vie. C'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, sexuel, c'est rangé du côté des instincts de vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va viser à répliquer la forme le plus possible, c'est-à-dire maintenir la vie vivante. Hein, donc on peut dire, si on cherche assez loin, et en clinique psychanalytique, ça se vérifie tous les jours, les fantasmes sexuels que nous avons, qui sont pas si différents que ça, il y a des nuances bien sûr, mais les fantasmes féminins d'un côté, les fantasmes masculins de l'autre, ont tous ce fond phylogénétique. C'est-à-dire qu'en gros, pour le dire très simplement, très basiquement, mais le fantasme masculin, c'est les hommes ont, pour fantasme de base, ça se traduit pas exactement comme ça, mais à la base, ça peut être contrarié, renversé dans son contraire, mais c'est de baiser toutes les femmes. Tandis que le fantasme féminin, ça serait plutôt de trouver le signifiant phallique qui les signifie dans leur singularité absolue, elle et elle seule. Un signifiant qui les signifie. Mais tout ça, au fond, sur le plan purement scientifique, c'est-à-dire à visée objective tel que le veut Freud, au départ, ça a quelque chose de phylogénétique. C'est-à-dire, il faut perpétuer l'espèce. Hein, c'est-à-dire, quand on est une tribu, on prend une tribu de 100 personnes, quand le jeune homme qui est en âge de procréer fait le tri entre sa mère, sa sœur, ses tantes, celles qui sont moches, celles qui sont vieilles, etc., il reste plus tellement de femmes. Hein, donc, il va devoir aller chercher des femmes ailleurs. Donc les femmes vont devenir le premier objet d'échange, hein, entre les différentes tribus. C'est quelque chose de phylogénétique, ça. Alors aujourd'hui, évidemment, ça serait considéré comme... rien que de penser ça, peut-être on va venir m'arrêter là tout à l'heure avec les menottes, parce que de dire que la femme est un objet d'échange, mais pourtant c'est quand même le travail de Lévi-Strauss, de tous les anthropologues et de tous les gens qui ont un minimum de culture historique et de l'anthropologie, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut pas dire que la femme prend du plaisir à être l'objet de l'homme, mais elle fait avec ça. Hein, c'est pour ça que Lacan disait que la femme était l'objet petit a de l'homme. Petit a, ça dit bien qu'il y a un écart entre la manière dont l'homme la voit et elle dont elle se voit dans l'œil de l'homme. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une phylogénèse et qui permet d'articuler une dimension scientifique originelle, disons, une tension vers la science objective, celle que la voulait Freud, et puis ensuite, ce qui est inhérent à l'apparition du sujet via sa sortie de la subjectivité, qui est un travail psychanalytique. C'est-à-dire qu'on accède au sujet de l'inconscient par un certain travail sur le langage. La psychanalyse est une clinique du discours et un discours, le discours n'étant pas à entendre comme dans son acception laxiste, mais plutôt une structure qui permet de repérer à l'écoute la jouissance et le désir du sujet, qui n'en sait rien, mais qui est là pour l'entendre, et c'est ça le processus, justement, de l'analyse, c'est d'entendre quelque chose de ma position de sujet. Donc, au-delà du principe de plaisir, on a ces choses-là qui sont présentées dans leur, je dirais, fraîcheur primitive, tout droit sortie de l'expérience, la rigueur, l'extrême intelligence de Freud, qui est un lettré absolu. Il a
tout lu et il est d'une honnêteté telle que il prend toutes les précautions, justement, pour faire en sorte que sa démonstration, là, elle est d'ordre spéculaire, là, elle est observationnelle, là, on peut en tirer telle conclusion, mais on tire cette conclusion-là, ensuite on avance et on dit, non, c'est pas la bonne conclusion, on revient, donc c'est du travail de pensée en acte, hein. C'est vraiment remarquable, hein, au-delà du principe de plaisir. C'est à l'opposé aujourd'hui la soi-disant science, entre guillemets, considérée comme une religion, c'est-à-dire qu'il faut croire le marketing des types qui font de la thérapie génique, et on dit on croit à la science, on croit à la médecine. C'est débile, c'est absurde. La science, comme on l'a déjà vu, c'est justement ce qui est réfutable. Puisque la science est censée avancer selon une ligne parabolique qui toujours va friser une limite sans jamais l'atteindre, et donc chaque avancée de la science va forcément invalider des conclusions qu'elle avait déjà tirées. Donc avec Freud, on est sur la possibilité de la rigueur scientifique qui se module du seul universel auquel nous avons accès, c'est-à-dire la singularité de chaque sujet. Voilà. Donc, ça, on a l'air de découvrir quelque chose, mais bon, non seulement Hegel a déjà dit ça depuis longtemps, mais c'est déjà la médecine d'Hippocrate. C'est-à-dire, pour Hippocrate, si, par exemple, nous avons une grippe là en ce moment, il va nous soigner différemment, puisque nous avons des organismes et une histoire, un sujet qui va réagir différemment aux substances. Donc, même si apparemment nous avons été contaminés par le même virus, nous devons avoir un traitement différent. Donc on voit qu'on est à l'opposé absolu de la consommation de masse d'une même substance pour tout le monde. C'est absurde, ça n'a rien à voir avec la médecine, ça. Rien. C'est de la consommation, c'est pas de la médecine. Donc, nous sommes dans une dérive absolue parce que il manque dans la possibilité de penser actuellement toujours ce troisième terme du réel. C'est-à-dire on est beaucoup plus influencé, la pensée est beaucoup plus liée aux outils qu'on utilise que ce qu'on croit. C'est-à-dire des gens qui sont maintenant baignés de leur plus tendre enfance dans des matériels électroniques, qui vont avoir beaucoup de mal à rentrer dans la troisième dimension. Puisque tout se résume et va influer sur le langage. C'est très marxien, ça, Marx remarque ça. C'est-à-dire que les outils eux-mêmes ont ont une influence radicale sur les modes de pensée. Mais à l'époque de Freud, puisqu'il nous est encore accessible, c'est pas si vieux que ça, Freud, c'est même très proche de nous, il y a la possibilité encore d'articuler une démarche de rigueur scientifique avec les modulations de la position subjective, et donc le seul universel auquel nous avons accès, et qui est effectivement la mort. La mort, c'est que, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que nous allons mourir. Alors évidemment, ça c'est ce qui est dénié par l'idéologie du transhumanisme, où les gens s'imaginent qu'avec leur cerveau dans un bocal, ils vont pouvoir continuer à diriger Amazon et les laboratoires Pfizer et BioNTech. Mais ça, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire que, normalement, une critique sévère du langage permet, en tout cas, en mettant en perspective le rapport du sujet entre le langage et sa parole, de mettre à plat ça, ce qui n'a pas lieu aujourd'hui. Enfin, qui n'a pas lieu massivement. Massivement, c'est l'inverse qui a lieu, c'est l'idéologie. Donc la difficulté qu'on a, c'est que, effectivement, quand on se pose la question de Lénine, que faire, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne peut pas faire collectivement a priori. C'est que chacun doit faire avec le réel dont il est affligé. Et ça, c'est son inconscient. Et pour ça, il y a quelque chose qui est déjà inscrit dans l'approche magnifique d'au-delà du principe de plaisir de Freud, qui est, donc, comment s'intriquent ces deux pulsions? Alors, pour se les représenter,
si je repars de notre boule protoplasmique, là, avec ces excitations externes, et puis les excitations internes et le moi qui vient faire coupure, en fait, nous sommes attirés par l'extérieur avec ce qu'on appelle à tort la pulsion sexuelle. Parce qu'on verra à tort, parce qu'au fond, il n'y a qu'une pulsion, au final. Au début, il y a plein de pulsions, des pulsions partielles, et puis, au final, dans le travail de phénoménologie que fait Freud, il va résumer ça à ce qu'on appelle la pulsion de mort, qui est le paradigme de toute pulsion. Alors, mais comment on y arrive à ça? C'est ça qui est un peu difficile à saisir. Et pour ça, j'ai quelques images, donc, notamment le fait que la pulsion, pour le dire comme ça, même si c'est impropre, qui nous amène vers l'extérieur, qui nous pousse à aller de l'avant. Hein? Beckett a une très belle phrase là-dessus. Aller de l'avant. Appelez ça aller, appelez ça de l'avant. Je trouve ça très bon. Beckett, il est excellent parce qu'il arrive justement, comme Freud, à ramener le langage à sa dimension d'énonciation. Tout ça en faisant l'air de rien, avec des choses très simples comme ça. Donc, toujours est-il qu'au départ, en distinguant deux mouvements, c'est-à-dire ce mouvement, mais c'est pas forcément deux mouvements, c'est qu'un mouvement qui pousse à sortir, forcément, il y a quelque chose de l'ordre d'un écho, d'un rappel, qui se souvient ou qui veut revenir à quelque chose d'antérieur. Donc on peut dire que chaque avancée met en scène un écho qui est sans retour. Et là, il n'y a qu'un pas pour dire sans retour à l'inanimé. C'est de là que va naître la notion freudienne de principe de plaisir. Puisqu'au fond, ce retour à l'inanimé, qui est une solution radicale, hein, c'est-à-dire revenir au monde inorganique, ça permet d'atteindre le plaisir qui, je vous le rappelle, n'est pas une excitation plaisante, mais plutôt le plaisir qui est conquis à réduire l'excitation. C'est pour ça qu'il dit que le plaisir le plus puissant, c'est le plaisir sexuel. Parce que ça nous arrive, on arrive à un tel niveau d'excitation que ce qu'on vise, c'est à rompre cette excitation-là, et une fois que c'est rompu, on a enfin conquis le plaisir. Et donc, on voit que entre ce qui est absolu, c'est-à-dire le repos éternel du monde inorganique, et tous les systèmes d'excitation auxquels nous allons être soumis, toutes les excitations auxquelles nous allons être soumis, il y a une zone qui est celle que nous devons conquérir et qui est le niveau le plus bas d'excitation. Mais ce niveau le plus bas, c'est une donnée relative, c'est pas une donnée absolue. Elle va être différente pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Chacun va avoir à gérer son niveau le plus bas d'excitation. Alors il y en a qui sont beaucoup plus dans le moi, donc ils vont moins supporter l'excitation que ceux qui sont du côté du sujet, plus qui eux on va avoir un niveau bas élevé, paradoxalement. Donc vous voyez, en imaginant, on a ce mouvement, donc cette tendance, on peut dire cette pulsion, cette disposition à aller de l'avant vers un accomplissement de notre forme humaine, et puis quelque chose qui va vers l'arrière et qui conserve la manière dont la forme s'est déjà créée, et qui veut revenir à ça. Donc on a sans arrêt un mouvement double, comme ça, qu'au départ, Freud va identifier en tant que pulsion de vie, pulsion sexuelle et pulsion de mort. Donc, il reprend les schémas des savants qu'il a lus, et puis il dit, au fond, ça correspond au soma, au corps, les pulsions qui sont mortelles, par rapport à ce qui est immortel, et qui sont les germaines, les pulsions sexuelles, qui conservent, elles, la possibilité de diffuser la vie. C'est comme si on avait, au fond, on se souvient du
du commandement biblique, croissez et multipliez-vous. C'est comme s'il y avait, donc la base du fantasme masculin, comment désobéir au fait de nous devons inséminer toutes les femmes, hein, et c'est quelque chose qui est très inconscient, hein. Donc ça permet aussi d'établir ce qu'il appelle les processus primaires, des processus secondaires. Ça, c'est un processus primaire. On n'en sait rien, mais on le sait. C'est ça le fondement de l'inconscient. On le sait sans savoir qu'on le sait. Donc, processus primaire par rapport aux processus secondaires qui sont de l'ordre de la conscience. Qu'est-ce que veut dire du même coup que le savoir? Le savoir, c'est ce qui vous guide. C'est ce qui fait qu'on a pu traduire le savoir en question par le mot instinct, dont fait partie ce qu'on articule comme la pensée. J'écris comme ça, parce que ça fait équivoque avec l'appui. Quand j'ai dit comme ça l'autre jour que la science n'est rien d'autre qu'un fantasme, qu'un noyau fantasmatique, je suis certes, mais au sens de suivre. Et contrairement à ce que quelqu'un comme ça, dans un article, a espéré, je pense que je serai suivi sur ce terrain. Ça me semble évident. La science est une futilité qui n'a de poids dans la vie d'aucun, bien qu'elle ait des effets. La télévision, par exemple. Mais ces effets ne tiennent à rien au fantasme qui, écrirais-je comme ça, qui y croit. La science est liée à ce qu'on appelle spécialement pulsion de mort. C'est un fait que la vie continue grâce au fait de la reproduction liée au fantasme. Voilà. Donc on a cette mise en place là de ce mouvement qui fait que quand je parle de moi, je devrais dire je parle de je. Mais je dis je parle de moi parce que moi c'est un objet. C'est un objet de pensée. Alors pour les paranoïaques ça devient un vrai objet. Hein, et pour ceux qui ont une grosse personnalité ça devient un gros objet aussi. On a vu, c'est le processus d'accumulation des pots d'oignon qui donne là cette consistance imaginaire au moi qui en fait un objet réel. Hein, les vrais paranoïaques, là, c'est-à-dire que c'est le monde dans lequel on vit, pensent que leur moi est quelque chose de réel. Donc, alors que c'est imaginaire. Donc, quand je dis je pense à moi comme objet, mais je me prête une possibilité d'être sujet, puisque c'est en tant que sujet que je pense à moi comme objet. Donc, il y a deux informations simultanées, et forcément, il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Là. C'est ça, une manière aussi de dire ce qu'il en est de la division subjective. Il n'y a rien de plus inconscient que quelqu'un qui vous dit « moi je suis comme ça », par exemple. Quelqu'un qui commence « bon, moi s'il y a bien un truc que je sais, c'est ça », ou « moi je suis comme ça, j'aime pas les tomates », ou... Vous êtes sûr que là, vous êtes dans le plus inconscient possible parce que justement, le sujet ne peut être entendu que comme un effet du discours et pas comme quelque chose de l'ordre d'une identification au moi. Donc nous avons là toute la subtilité analytique qui permet de repérer dans chaque discours la façon dont chaque sujet va plus ou moins extrait de la gangue du moi relationner entre son désir et sa jouissance. La jouissance, c'est du côté de la mort, paradoxalement, et du côté du moi. Et le désir,
c'est du côté de la limitation de la jouissance et du côté de la vie. Voilà. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre. Parce que ça, c'est le système symbolique lui-même qui fait que on peut différencier le réel de l'imaginaire dans une cure. Ça peut paraître quelque chose d'ordre juste intuitif, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, il y a une raison à ça et une technique qu'a mise en place Lacan, justement, avec ses discours. Chacun des discours, donc je vous rappelle, discours du maître, que deux autres discours viennent essayer de compléter, parce que dans le discours du maître, en gros, je vous rappelle pas la structure, mais rapidement, S1 sur S2, en dessous de S2, vous avez un petit A, et en dessous du S1, vous avez un sujet barré. Donc, la place du sujet barré, c'est la place de la vérité. Donc, notre sujet est barré. On n'y a pas accès. Il est barré aussi parce qu'il est coupé en deux. Comme on vient de voir, pourquoi il est coupé en deux? Parce que il est l'enjeu, justement, de cette division-là originelle, qui fait que, au tout départ, on ne se différencie pas avec le monde. On est le monde. Petit à petit, ce qui va nous apparaître comme le monde, c'est notre refoulement. Et tant qu'on n'accède pas au fait que c'est notre sujet qui est divisé, on va toujours trouver des divisions dans le monde. On va souscrire à la perversion, puisque c'est ça, c'est quand on fait porter sur l'autre notre propre division qui est déjà divisée. Donc la psychanalyse consiste à apprendre à vivre avec sa propre division subjective. Donc après, vous n'avez plus à savoir si vous êtes de gauche ou de droite. C'est ni gauche ni droite, nitroglycérine. C'est ça, c'est pas là que ça se passe. Ça, c'est pour amuser les gens qui ont un très petit niveau de conscience. Donc c'est toujours divisé, c'est toujours l'autre, c'est toujours la faute à l'autre, ce qui m'arrive en face. Alors que ce qui m'arrive en face, c'est mon refoulé. C'est ça que découvre Freud, et qu'il n'arrête pas de le dire, mais que personne n'entend, et notamment pas les psychanalystes, les pauvres, malheureusement. Alors on se demande comment ils font de la psychanalyse, s'ils ne pensent pas que la société procède du refoulement et pas l'inverse, ou comment ils peuvent avoir, soi-disant, une action politique. C'est comme ça que ça se passe, parce qu'il faut revenir aux textes fondamentaux. Alors, Lacan n'a pas arrêté de dire le retour à Freud, c'est ça qu'il faut faire. Donc, aujourd'hui, il faut faire un retour à Lacan et un retour à Freud. Et notamment par la conjugaison, la manière dont s'articulent ces pulsions. Donc, on peut dire qu'il y a une pulsion qui va vers l'extérieur, une pulsion qui revient vers l'intérieur, qui garde la mémoire de la forme et qui est le principe de plaisir. Il est de jouer avec cette dialectique pulsionnelle qui est de trouver son propre point où non pas on est en équilibre, mais on accepte d'être un équilibriste. Être sur Terre, comme dit Beckett, c'est sans remède, mais il y a une chose à faire, c'est de devenir un équilibriste. Un équilibriste, c'est savoir qu'il y a cette dualité en nous, et ça, c'est inscrit dans Au-delà du principe du plaisir, entre autres, parce que c'est un tout petit livre, mais il est d'une telle densité que toute la Bible rentre là-dedans, Ancien et Nouveau Testament. Il y a juste 6 ou 7 chapitres, je me souviens plus, mais vraiment, il suffit de lire ça pour comprendre, justement, que s'il y a une voie de sortie aujourd'hui de cette folie idéologique dans laquelle nous sommes baignés, ça passe par, en tout cas, la relecture de Au-delà du principe de plaisir. Voilà. La question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand par suite d'une faute conditionnée pas uniquement par le hasard, car ce que nous apprend la psychanalyse, c'est qu'une faute ne se produit jamais par hasard. Il y a derrière tout lapsus de la faute, tant s'il y a un inconscient à vouloir exprimer quelque chose, non pas seulement que le sujet sait,
que le sujet réside, ce que je vous ai exprimé en son temps par le rapport d'un signifiant à un autre signifiant, le sujet réside dans cette division même, que c'est la vie du langage, vie pour le langage étant tout autre chose que ce qu'on appelle simplement vie, que ce qui signifie mort pour le support somatique a tout autant de place dans ces pulsions qui relèvent de ce que je viens d'appeler vie du langage. Ces pulsions en question relèvent du rapport au corps. Et le rapport au corps n'est chez aucun homme un rapport simple, outre que le corps des trous. C'est même, au dire de Freud, ce qui aurait dû mettre l'homme sur la voie de ces trous abstraits, parce que ceci c'est abstrait, de ces trous abstraits qui concernent l'énonciation de quoi que ce soit. Le crétois, c'est tous les hommes sont des menteurs. Oui. Ah, t'as dit tous les hommes sont mortels. Oui. Le crétois, c'est tous les hommes sont des menteurs, mais le syllogisme socratique, c'est mortel. Mais on ment dans les deux cas. C'est-à-dire que le syllogisme crétois, est-ce que je dis la vérité quand je dis que les hommes sont menteurs? Donc ça veut dire que je dis un mensonge. Si je dis que tous les hommes, je peux pas m'exclure. Donc ça veut dire que je m'exclus de fait. Donc, en psychanalyse, la vérité n'est pas le contraire du mensonge. C'est-à-dire, on est tous des menteurs, puisque on ment au nom de la vérité. Ça s'appelle le proton pseudos. C'est au-delà du principe de plaisir, justement, que Freud met en scène ce proton pseudos, là. Puisque le mot, dans la fondation du moi, c'est là où il parle aussi de l'expérience de son petit-neveu, là, Forda, petit-neveu, donc ma maman, elle part, il fait « Oh, fort, va-t'en ». Et puis, il récupère la bobine. Il joue pas avec la bobine, il explique Freud. Parce que Freud est génial, hein, il est d'une humilité, il est là. Hein. il dit, si on avait pris la peine d'observer les enfants, juste ça, je n'aurais pas eu à écrire tous ces livres. Je trouve ça excellent. C'est très loin des prétentions pseudo-scientifiques de ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des scientifiques. C'est consternant, quoi. C'est des enfants mal dégrossis, des mois ambulants, aucun intérêt. Des mois et des surmois, hein. On est entouré de surmois. Et puis là, alors, avec la nouvelle société, c'est la porte ouverte à tous les surmois, hein. Les gens vont contrôler les uns les autres, etc. C'est la société du surmoi. Donc, il est vraiment, salutaire. Si c'est vrai, quelque chose de sanitaire, là, c'est de relire Freud, et pour ceux qui peuvent faire une analyse. Voilà. Quand tu parlais des organismes unicellulaires, les protistes. Ouais, et qui ne meurent pas. Quand on meurt, qu'est-ce qui meurt, enfin? Non, ben ça, c'est une très bonne question, parce que ça permet de faire la différence entre donc les protistes, l'univers monocellulaire, et le fait que les cellules s'accordent entre elles pour trouver une vie collective, en quelque sorte. Et que c'est à partir de là que la mort devient certaine. Donc, il y a quelque chose là de devoir concilier ce qui est immortel en nous, mais le paradoxe, bien sûr, tu l'as compris, c'est que ça nous appartient pas. C'est la parole elle-même qui est immortelle. C'est-à-dire le paradoxe de nous, l'être humain, c'est ce qui nous fait le plus humain, c'est ce qu'il y a de plus inhumain. Donc, ce que squeeze la postmodernité, mais qui devait déjà commencer
déjà, qui a été accompli en 1950 avec la sortie de l'autorité paternelle. Parce que le Père, c'était la parole. Il n'y a de reconnaissance du Père que de et par la parole. Hein. L'enfant sort de la mère, c'est immédiat, il n'y a pas besoin de médias. Mais il faut qu'elle dise, c'est ton Père. Ça passe par la parole, et le Père est le représentant de la parole. Aujourd'hui, on est dans cette espèce de délire féminisme vs patriarcat, cette espèce de folie qui est absolument anti-psychanalytique, hein, puisque Freud ramène justement la place du Père. Il dit lui-même, non seulement je ne crois pas en Dieu, mais je crois que Dieu n'existe pas. Mais il n'empêche il faut sauver la place de Dieu. Alors il y a une très bonne phrase de Cormac McCarthy là-dessus. Il n'y a pas de Dieu, mais nous sommes ses prophètes. Donc nous avons quelque chose d'immortel, effectivement, elle n'est pas nos cellules germinales, d'ailleurs Freud le dit dans Au-delà du principe de plaisir, au fond ce n'est qu'un rallongement des possibilités de la vie, mais c'est pas l'immortalité. L'immortalité, elle est dans le système symbolique lui-même qui nous apporte la mort, c'est-à-dire que nous sommes parasités par le langage, par la parole, et ce qui fait de nous des mortels. Et effectivement, on ne peut entrevoir l'infini qu'à partir de notre finitude. C'est à partir du point de notre finitude, c'est pour ça que il y a une possibilité quand même humaine, c'est-à-dire c'est pas vain, à condition de prendre sous cette perspective-là. Tant qu'on est dans l'idéologie progressiste, woke left. On n'a jamais rien vu de plus débile que woke left, hein, jusqu'à maintenant. Donc après, on peut pas présager du niveau de débilité, puisque tel qu'on voit, ça ne cesse d'augmenter la débilité. Mais si on revient sur des choses un peu sérieuses, notamment Freud, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose de délié dans les pulsions au début, celles qui vont être les premières pulsions les premières pulsions qui nous amènent vers l'extérieur et qui nous amènent l'excitation terrible qui risque de faire sauter le système et contre lequel on construit un par-excitation, une écorce contre ça. Et ensuite, on essaie de se servir de cette écorce contre les excitations psychiques qui seront les échos de ce qu'on aura transformé en pensée et en parole, de ce qui nous sera arrivé là. Donc, on a cette possibilité de récupérer notre division subjective et donc notre finitude à partir de là. C'est-à-dire qu'on est fini, ne serait-ce que parce qu'on est divisé. La division est infinie, hein, et nous, on est fini. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on peut avoir une idée de l'infini. Ça, c'est une des grandes avancées philosophiques, entre guillemets, de Freud. De démontrer ça sur un plan purement scientifique, justement. Ce qui devrait servir de base aujourd'hui à toute épistémologie. Et effectivement, quand on va assez loin, on se rend compte que non seulement on est ce qu'on voit, quoi. On le est, mais parce qu'on l'est. On l'est fondamentalement. On est ce monde-là, mais qui s'est clivé jusqu'à ce qu'on récupère notre propre division, et ça donne un autre sens à l'aventure humaine. Il suffit de changer d'1 degré sa position subjective pour que ça change tout. Voilà pourquoi il appelle ça la métapsychologie. C'est au-delà de la psychologie. Tout à l'heure, tu as dit, c'était l'enjeu de... En fait, ça me faisait penser à l'enjeu. Oui, ouais. Bon, je trouvais ça assez joli. Oui. Il y a toutes les équivoques sont possibles. Là. Oui. Parce que l'ange, agélos en grec, c'est le messager quand même. Hein. En fait, nous sommes les propres messagers de notre propre destin, en vérité. Mais on le sait pas. Mais alors aussi, quand on est petit, on dit on a un ange, etc., notre ange gardien. Il y a quelque chose qui... Mais au fond, il n'est nulle part ailleurs que dans notre capacité de récupérer nos énoncés par notre énonciation. Et là, pour ça, il y a un prix à payer. Il faut sortir du discours courant. C'est pas possible de répéter les conneries qu'on entend partout et d'être dans sa propre énonciation. C'est impossible. Donc, normalement, en psychanalyse, le mec qui vient, qui s'allonge pour raconter ce qu'il entend à la télé et des trucs comme ça,
il peut parler longtemps avant qu'il se passe quelque chose, quoi. À un moment, il faut couper et il faut ramener à la position du sujet, puisque la psychanalyse sert à récupérer une possibilité de rectifier les rapports de son sujet au réel. Le réel, c'est la jouissance, c'est la mort, pour le dire très rapidement. Et le désir, c'est la limitation de la jouissance qui se prend sur la jouissance pour permettre justement de vivre avec un certain principe de plaisir qui est une limitation de la jouissance. Le principe de plaisir de Freud, c'est ça. Il le met à rude épreuve. Mais n'importe quel déplaisir est un plaisir qui ne se reconnaît pas comme tel. C'est pour ça que la jouissance, c'est le plaisir du déplaisir. La pulsion comme telle, et pour autant qu'elle est alors pulsion de destruction, que peut-elle être? Ceci doit être quelque chose qui est au-delà de cette tendance au retour à l'inanimé, si ce n'est la volonté de destruction directe, pour illustrer ce que je veux dire. Ne mettez pas du tout d'accent sur ce terme, volonté. Il ne s'agit pas, quel que soit l'intérêt en écho qu'a pu éveiller chez Freud les lectures de Schopenhauer, il ne s'agit en rien de quelque chose qui soit de l'ordre d'une ville, intention, volonté fondamentale. C'est pour faire sentir la différence de registre que je suis en train de l'appeler pour l'instant ainsi. Volonté de destruction, volonté de recommencer, si l'on peut dire, sur de nouveaux frais, volonté d'autre chose pour autant que tout peut être mis en cause à partir de la fonction du signifiant, car il n'y a que pour autant qu'il y a la chaîne signifiante, que tout ce qui est implicite, immanent, existant dans la chaîne des événements naturels, peut être considéré comme soumis, comme tel, à une pulsion dite de mort. Si la pulsion de mort se présente bien, comme il est en effet exigible en ce point de la pensée de Freud, qu'elle soit articulée comme pulsion de destruction, pour autant qu'elle mette en cause tout ce qui existe comme tel, ce qu'elle est en somme, c'est également volonté de création à partir de rien, volonté de recommencement.